Nous sommes le 8 avril 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Le 6 avril, c'était la 25e commémoration de la mort de Cyprien Ntaryamira. Une mort causée par avion en compagnie du président rwandais Juvenal Habyarimana ayant déclenché le génocide contre les Tutsis rwandais le 6 avril 1994. Et justement, le Rwanda a lancé ces 2 semaines de deuil le 7 avril en mémoire des plus de 800 000 victimes du génocide. De son côté, l'opposition burundaise lance des cris d'alarme, des signes avant-coureurs d'un génocide si rien n'est fait. Vous allez le suivre dans ce journal. L'intolérance politique s'accentue au Burundi à la veille des élections de 2020. Le pourquoi dans ce journal avec l'analyse d'un politologue burundais. Voici pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Certaines souffrances des Burundais sont liées à la mort du président Cyprien Ntaryamira. C'était l'analyse faite par le président du Frodebu. Pierre Claver Nahimana estime que la vérité sur sa mort réclame une enquête internationale indépendante. Il l'a dit à l'occasion de la 25e commémoration de la mort de Ntaryamira. Suivez. Il n'y a même pas eu d'enquête sérieuse, même de la part d'organisations internationales qui en ont les moyens. Rien n'a été fait à propos du président Cyprien Ntaryamira. Nous avons vainement attendu que les grandes puissances ou les organisations qui sont habilitées à faire ce type d'enquête nous disent « voilà ce qu'ont endeuillé le Burundi ». Nous avons attendu en vain. Nous ne pouvons donc pas ne pas souffrir. Quand un président est assassiné, nous savons que la suite est mauvaise. Même maintenant, nous voyons certaines choses liées à cet accident qui font souffrir les Burundais. Nous souffrirons donc aussi longtemps que celui qui a endeuillé le Burundi ne sera pas connu. C'est donc ce que nous demandons. La population burundaise doit être disciplinée dans les différents domaines, que ce soit dans le gouvernement, dans le Parlement, dans le Sénat, dans l'armée et dans la police pour garder le respect des droits de l'homme et de la liberté comme Cyprien Ntaryamira le voulait. L'ancien président Sylvestre Ntibantunganya, pour lui, la discipline est la base du développement. Suivez. Le discours d'appeler les gens à la discipline, il est toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité dans la vie courante, voire là où on est. Et toi aussi, tu as compris dans les explications comme il a insisté. Discipline est utile dans tous les domaines du pays. Elle est utile dans les conseils d'administration, c'est-à-dire dans le gouvernement, dans le Sénat, l'Assemblée. Elle est utile dans l'armée, dans la police. Bref, elle est utile dans la vie de toutes les personnes pour se respecter et respecter le droit de l'homme. Si on observe comment on ne respecte pas le droit de l'homme ici dans le pays, on observe comment on ne respecte pas la liberté des gens. Les gens qui n'ont pas les mêmes visions, mêmes objectifs, il y a des gens qui se croient supérieurs aux autres. Discipline est nécessaire même dans les médias. Il y a des journalistes qui ne respectent pas la loi. Discipline est indispensable aussi dans la partie politique, dans les églises et partout. Là où, dans quelques domaines, les gens se comportent comme il faut, ils oublient qu'il y a des lois qu'on doit respecter. Le mot discipline, son discours est toujours d'actualité partout au monde, que ce soit dans la vie des citoyens, dans la vie du pays. Discipline, ce n'est pas un événement, c'est un processus. La 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994 s'est déroulée ce 7 avril 2019 dans la ville de Kigali, un dimanche qui a ouvert une semaine d'activités consacrée à la mémoire du génocide et en deuil de 100 jours. Prenant la parole à ce sujet, le président Paul Kagame a affirmé que les Rwandais ont tourné la page et qu'ils sont devenus une force redoutable. Il a averti aussi quiconque tentera de déstabiliser le Rwanda aura sa récompense. Suivez. Those who think we have not seen enough of a mess. Ceux qui pensent que nous n'avons pas assez souffert et qui veulent nous y replonger, qu'ils soient dans le pays ou en dehors, je veux dire que nous les anéantirons. C'est l'esprit de lutte qui survit encore en nous. Ce qui s'est passé ici ne se reproduira plus jamais.
Notre pays ne peut pas se permettre de vivre par des temps en perpétuel changement. Nous devons délibérer et être décisifs, guidés par l'humilité et ce qui nous tient à cœur. Le Rwanda doit garder le cap du pas franchi. Sinon, nous devenons insignifiants. Les faits sont têtus, nous le sommes aussi, et nous devons l'être. Notre nation a tourné une page. La peur et la rancœur ont été remplacées par l'énergie et la détermination qui nous mènent de l'avant, jeunes et vieux. Le Rwanda est un très bon ami avec ses amis. Nous voulons la paix, nous avons tourné la page. Mais aucun adversaire ne devrait sous-estimer la formidable force que sont devenus les Rwandais comme le résultat de nos circonstances. What a formidable force Rwandans have become as a result of our circumstances. Parmi les invités d'honneur, le Premier ministre belge Charles Michel. Il a une nouvelle fois présenté les excuses de son pays, estimant que ce crime était l'échec de la communauté internationale. Suivez. Je suis touché, comme nous toutes et tous, par cette émotion qui nous fait frissonner, et je m'incline au nom de mon pays, devant l'ensemble des victimes, devant leurs familles. Je m'incline avec un profond respect et en leur adressant tous nos mots d'encouragement, de soutien. Alors oui, il faut le dire, ce génocide est aussi l'échec de la communauté internationale qui n'a pas pu prévenir, qui n'a pas pu empêcher, qui n'a pas pu stopper ce crime contre l'humanité. Et je me tiens devant vous, au nom d'un pays qui veut aussi assumer les yeux dans les yeux sa part de responsabilité face à l'histoire. C'est en ce sens que mon prédécesseur Guy Verhofstadt, en 2000, a exprimé les excuses de la Belgique parce qu'il l'a dit, c'est un cortège, et je reprends ces mots, de négligence. C'est un cortège d'incompétence, c'est un cortège d'erreurs et de fautes qui ont rendu cette tragédie possible. Vous avez tout à l'heure allumé cette flamme, vous avez allumé cette lumière, et je forme de tout mon cœur le vœu que cette flamme et cette lumière soient l'occasion d'éclairer le chemin pour faire rayonner davantage encore ces valeurs de respect mutuel, ces valeurs de rejet de toute forme de ségrégation, de toute forme de discrimination, de toute forme de haine, quelle qu'en soit la nature, quelle qu'en soit la modalité. Quant au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, il a exprimé aussi la compassion et la solidarité de l'institution continentale aux victimes et au Rwanda. Pour lui, la commémoration de ce triste anniversaire ont marqué le continent africain et toute l'humanité, mais aussi de renouveler l'engagement de tous les Africains à empêcher la reproduction de telles tragédies, a déclaré le président de la Commission de l'Union africaine. Toujours en parlant de cette 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, notre collègue Bertrand Ngendakudiyo revient sur les cérémonies qui ont marqué l'ouverture de cette commémoration à Kigali. Le chef de l'État rwandais Paul Kagame a lancé les cérémonies au bras de son épouse Jeannette Kagame. Il s'est d'abord incliné devant une gerbe de fleurs avant d'allumer une flamme du souvenir aux côtés du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki et du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Après avoir allumé la flamme de l'espoir au mémorial du génocide de Gisozi, c'est au nord de Kigali, le temps des discours de soutien est venu. Des regrets de la part de la communauté internationale de n'avoir pas apporté son secours à tout un groupe social de Tutsis en danger de génocide. Dans l'après-midi, une marche du souvenir a mené le président Paul Kagame et ses invités vers le stade Amahoro où a eu lieu une veillée. Ce stade dans lequel s'étaient réfugiés en 1994 des milliers de Tutsis pour échapper aux tueries. Pour rappel, il y a 25 ans, le 7 avril 1994, débutait le génocide au Rwanda. Les tueries ont coûté la vie entre avril et juillet 1994 à au moins 800 000 personnes, selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité Tutsi.
Merci Bertrand. Alors que le Rwanda commémore le 25e anniversaire du génocide des Tutsis en 1994, un génocide qui a emporté la vie de plus d'1 million de citoyens, l'opposant politique burundais Charles Nditije constate qu'il y a des signes avant-coureurs qu'un génocide peut aussi se commettre au Burundi si rien n'est fait. Il dit que cela se manifeste dans la rhétorique génocidaire des responsables au pouvoir à Bujumbura. Charles Nditije. Tout le monde sait que le génocide suit des étapes. Il est d'abord conçu par les génocidaires, il est planifié et il est enseigné avant d'être exécuté. Donc aujourd'hui, comme cela s'est fait au Rwanda, nous constatons que des signes avant-coureurs existent, notamment au niveau du discours politique. Et il y a d'abord un discours de haine ethnique qui est distillé à longueur de journée par les tenants du pouvoir. Il y a une rhétorique génocidaire parce que avant de commettre le génocide, on enseigne à la population qui va commettre ce génocide qui est domptée, qui est dressée, et on lui enseigne que le Tutsi ou l'ethnie à éliminer n'est pas digne, n'a pas les attributs d'un homme qui mérite respect et dignité. On le compare à des animaux qu'il faut éliminer, même des animaux malfrats et sales, des insectes. Souvenez-vous, Inyenzi, c'était au Rwanda en 1959. Aujourd'hui, au Burundi, les Tutsis sont assimilés à des chiens errants, des Amujeri. Les Hutus qui sont opposés à cette génocidaire sont également traités de tous les mots, Ipinga, et qu'il faut Gupingura, donc c'est d'Abahemu, donc déjà des traîtres, et cette rhétorique ressemble étrangement à celle qui était pratiquée, qui était enseignée au Rwanda. Donc aujourd'hui, on constate également que dans ce discours, c'est une ethnie qui est distillée à longueur de journée. Charles Nditije estime qu'il ne faut pas compter sur la communauté pour prévenir ce génocide au Burundi. Il invite tous les Burundais épris de paix de travailler main dans la main pour lutter contre ce crime odieux. On a comme l'impression que la communauté internationale semble regarder un peu en dehors quand on leur dit qu'il y a un génocide qui est en train de se préparer, qui peut se commettre à tout moment. Et ils disent qu'on exagère. Mais je pense que ce que nous devons tirer comme leçon, c'est que le génocide est commis d'abord par les nationaux. Si au Burundi, les Hutus et les Tutsis qui sont contre ce génocide ethnico-politique se mettent ensemble, et Dieu merci, jusqu'à présent, vous avez constaté que M. Nkurunziza a voulu ethniciser la crise de 2015, mais la majorité des Burundais, Hutus et Tutsis compris, n'ont pas cédé à ces enseignements divisionnistes. Donc, si nous mettons ensemble pour constituer ce qu'on appelait les techniques résistantes, nous sommes sûrs que ce génocide ne peut pas être commis parce qu'il ne faut pas compter sur la communauté nationale qui est souvent complaisante, qui attend, qui laisse venir les choses et qui veut corriger en disant on n'a pas su. Nous devons prendre nos responsabilités et lutter contre ces enseignements génocidaires et ici. Et maintenant, page justice. Les gens qui travaillent à l'intérieur du système de Nkurunziza continuent de s'engager à collaborer avec la justice pour témoigner sur les crimes dont ils ont été témoins. C'est une révélation de Maître Bernard Menga, avocat des victimes des atrocités commises par le pouvoir de Gitega depuis le début de la crise de 2015. Il y voit même en signe d'espoir qu'un jour la justice sera rendue aux victimes. Suivez. Des dossiers comme ceux que nous menons, ce sont des dossiers de combattants. Ce ne sont pas des dossiers de personnes qui doivent rêver que les choses sont faciles. Ce n'est pas facile, c'est un combat permanent. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, et ça m'a frappé ces derniers mois, c'est le nombre de ralliements de témoins que nous avons eus, de gens qui travaillent à l'intérieur de l'appareil de M. Nkurunziza. Nous avons beaucoup de témoins qui sont venus nous dire nous sommes prêts à collaborer avec la justice. Ce que nous espérons, c'est que les équipes d'enquête à la CPI soient à la hauteur de notre attente, qu'elles nous soutiennent et qu'elles soutiennent la recherche de vérité que nous avons menée.
Après ça, le matériau qui va être constitué dans le cadre des enquêtes, il est inaltérable. Il va pouvoir être utilisé, que ce soit à la Cour pénale internationale ou ailleurs. Et donc, croyez-moi, nous n'arrêterons jamais la chasse à ceux qui ont fait le mal qu'ils ont commis pendant cette période. C'est notre engagement et nous le tiendrons. Je viens d'un pays d'Ardennais. Les Ardennais, ce sont des têtes dures qui viennent du monde des forêts. On ne lâche jamais. Ça, c'est un principe. Et j'ai été éduqué comme ça, moi. Donc, ça, celui qui voudrait imaginer que nous allons lâcher, se sont trompés d'adresse. Pas avec Bernard Minguin. Et maintenant, santé. Le fléau de la tuberculose commence à être éradiqué au Burundi et dans la région, comme l'indique le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au cours de 2 ans. Ceci ressort du docteur Denise Ngedimana, la représentante de l'OMS, au cours de la semaine dédiée à la Journée internationale de lutte contre la tuberculose. À l'occasion de cette journée de célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, l'Organisation mondiale de la santé appelle les gouvernements, les communautés touchées, les organisations de la société civile, les dispensateurs de soins de santé et les partenaires à tous les niveaux à unir les forces pour ne laisser personne derrière. Le thème retenu pour cette année, à savoir il est temps d'agir, il est temps d'en mettre fin à la tuberculose, nous offre l'occasion de réfléchir non seulement aux avancées déjà enregistrées au cours des dernières années, mais également à ce qui doit encore être fait pour éradiquer le fléau de la tuberculose dans notre région. Monsieur le secrétaire permanent et délégué du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, distingués invités, mesdames, messieurs, le rapport de l'OMS sur la tuberculose dans le monde en 2018 indique que la charge de morbidité de la tuberculose, c'est vrai, elle est diminuée à l'échelle mondiale dans toutes les régions et dans la majorité des pays, mais le pas reste long à parcourir si on veut arriver aux objectifs de développement durable. La réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose en septembre 2018 a permis à toutes les parties prenantes, gouvernementaux, sociétés civiles, partenaires, de se rendre compte qu'une action mondiale urgente est nécessaire face à une épidémie d'ampleur mondiale. Ainsi, afin de consolider les acquis susmentionnés, il est demandé au gouvernement de relever leur niveau d'investissement actuel dans les soins et la prévention de la tuberculose. De retour dans la page politique, ils sont malmenés dans presque toutes les provinces du Burundi. Les membres de l'opposition au Burundi ne sont pas autorisés de se rassembler. L'exemple est celui du parti CNL de Gwassa Agaton, surtout que nous approchons les élections de 2020. Ceux-ci sont torturés et portés disparus. Methode Ndikumasabo est un politologue burundais. Pour lui, il s'agit des stratégies adoptées par le parti au pouvoir pour écarter ses opposants. Il indique qu'il n'y aura pas, surtout pas, de répit pour le CNL. Il l'a dit dans l'émission Au cœur de la société en synergie des médias RPA, Inzamba et Renaissance. Ce parti Congrès national pour la liberté, SNL en abrégé, est dirigé, comme vous le savez, par Gwassa Agaton, un leader de l'une des rébellions connues, à savoir le FNL. Vous vous rappelez bien des péripéties qu'il a connues, au point justement que Gwassa se résolve à créer le nouveau parti. Gwassa jouit d'une grande notoriété auprès de la population, surtout Hutu. Ce nouveau parti est donc un concurrent de taille du CNDD-FDD pour les élections prévues en 2020. Cette chasse à l'homme contre les membres du SNL vise, à mon avis, à prévenir que le parti s'implante dans la population. Sur ce,
la question pertinente à l'heure actuelle, c'est de savoir de quoi l'avenir sera fait, du moins d'ici jusqu'aux élections de 2020. Comme j'aime le dire, la politique est un jeu dans lequel les protagonistes rivalisent de stratégies. En verrouillant l'espace politique, le CNDD-FDD vise en réalité à rester maître du jeu pour les élections en vue. Et il en est capable. Ceci m'amène à penser qu'il fera tout pour en être le vainqueur quoi qu'il arrive. L'hypothèse d'une pression qui changerait le cours des événements est difficile à envisager. On pourrait en effet penser à une pression qui viendrait de l'étranger, mais le CNDD-FDD a appris à en être imperméable et il m'étonnerait qu'il en soit autrement d'ici les élections de 2020. D'autant plus que l'opposition, relais nécessaire de la pression extérieure, travaille jusqu'ici en ordre dispersé. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.